Voilà, alors je vous propose de commencer dès que tout le monde se sera réassis. Monsieur Christophe Leroux, j'espère que vous étiez là depuis le début, parce que vous avez vu, il n'y a pas de politique industrielle. Vous allez devoir y répondre. Alors, voilà, si on peut fermer la porte au fond. Donc, deuxième table ronde tout aussi importante, voire plus peut-être, c'est comment reconquérir la production de médicaments nouveaux. Donc, on a trois industriels, le ministère, un politique, hélas, n'a pas pu venir, et un économiste. Cécile Dussart, vice-présidente division industrielle de Galderma, Patrick Desbiens, président GSK France, Philippe Luscan, qui est toujours là et qui n'a pas changé de titre, Christophe Lerouge, qui est chef du service de l'industrie de la DGE, qui a récemment changé de nom, qui est la direction générale des entreprises à Bercy, et Denis Ferrand, qui est économiste, directeur général de COE Rexecode, qui fera un peu la conclusion et qui nous donnera son regard après les débats. Alors, on va commencer bien évidemment par Cécile Dussart. Vous êtes chez Galderma, vous avez commencé chez Ron Poulenc au département marketing. Vous êtes allé chez Roche, marketing, déjà les ressources humaines pour la division industrielle. Et puis, depuis 2005, vous êtes chez Galderma, où vous avez beaucoup travaillé sur les ressources humaines dans l'industrie. Et maintenant, fort de cette compétence ressources humaines, vous êtes devenue la patronne de tout ce qui est industriel pour Galderma, 1000 personnes quand même. Alors, vous allez nous expliquer comment ça se passe chez vous. C'est un exemple de développement industriel important. Vous avez connu récemment une forte croissance. Vous avez prévu pour les 10 années à venir là aussi une forte croissance, on est ravis pour vous. Actuellement, il y a 6 usines, Canada, France, Suède, Brésil, Suisse et Allemagne, et vous allez en construire 4 nouvelles. Vous allez nous dire pourquoi pas en France, bien qu'en France, il va quand même se passer des choses. Donc très concrètement, comment ça se passe quand on doit adapter son outil productif, et quel choix, comment ça se passe en 5 minutes, hein, pas plus. 17, oui, mais je sais que vous allez faire 7 alors. Très bien, merci pour me donner la parole. Je vais juste brièvement expliquer un petit peu ce qu'est le laboratoire Galderma. Je ne sais pas si tout le monde connaît le laboratoire Galderma. On va faire 10 minutes là. Non, je vais être très rapide. Donc Galderma est né dans les années 80. C'était une joint venture entre L'Oréal et Nestlé. Et rapidement, depuis juillet 2014, nous appartenons 100% à Nestlé. Donc Galderma est une entreprise dédiée à la dermatologie dans des produits de prescription, notamment l'acné, la rosacée, le psoriasis, le cancer de la peau et ce qu'on appelle la corrective dermatologie. Donc je vais arriver tout de suite à mon tissu industriel. Donc effectivement aujourd'hui j'ai dans mon équipe, dans mon tissu industriel 6 usines basées là où vous l'avez mentionné. La croissance des 10 dernières années était, je parle en volume, de 10%. Et le dernier plan à 10 ans que nous avons réalisé nous démontre une croissance de 15% d'ici à 2023. Donc 15% tous les ans. Aujourd'hui, je produis dans mes 6 usines 150 millions d'unités. Dans 10 ans, je dois produire environ 600 millions d'unités. Donc, mes 6 usines, je me suis donc appliqué à un exercice de stratégie industrielle, ou ce qu'on appelle de footprint. Donc, mes 6 usines représentent aujourd'hui 150 millions d'unités. Je vais investir dans mes usines, localisées donc, en Europe, puisque j'en ai 3 en Europe, au Brésil et au Canada. En investissant dans mes 6 usines, je vais augmenter ma capacité d'environ 120 millions pour répondre à mes besoins clients, donc pour produire mes 600 millions d'unités. J'ai un gap de 300 millions. Donc voilà l'exercice que j'ai été amenée à réaliser depuis le début de l'année, qui est où est-ce que je vais investir pour produire ces 300 millions. Donc l'exercice est assez simple. Pour cela, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir mes clients. Donc on produit dans 34 filiales. Je suis allée voir les personnes, les general managers des filiales en disant quels sont vos 2 critères principaux auxquels je dois répondre pour répondre à vos attentes. 2 critères, la compétitivité. Et là, je vais parler non pas du
prix sortie usine, et c'est là tout le débat, ce qu'on appelle le COGS, donc c'est le coût du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Je pense que c'est là où va être le débat. Et puis la flexibilité, puisque dans les 300 millions supplémentaires entre ma capacité actuelle et ma capacité dans 20 ans, 50% des volumes viennent du Brésil, de la Chine, des États-Unis, et 80% de ces 600 millions sont liés à des produits OTC où la flexibilité et l'accès au marché est très importante. Donc je me suis livrée à un exercice où nous avons, par rapport à ces attentes de réduction du COGS et de la flexibilité, on a travaillé sur 3 scénarios. Un scénario de saturation, où je sature mes usines au maximum. Un scénario de localisation, où je localise au maximum. Un scénario de spécialisation, puisque nous avons dans notre portefeuille des produits cosmétiques, mais aussi des médicaments, ce qu'on appelle des drugs, avec des standards qualité qui sont complètement différents. Donc, est-ce que je spécialise mes usines pour réduire mes coûts? Et au final, le 4e scénario qui a été choisi est un optimum, si on peut dire, puisqu'on part d'un historique. On a nos propres usines, et on disait tout à l'heure, il faut aimer nos usines. On a des usines qui ont un ADN, donc il faut absolument tirer profit de l'ADN de nos usines. Donc, au final, la conclusion est un scénario qui va m'amener à la fois localisé et à la fois spécialisé. Et comme vous le disiez tout à l'heure, de 6 usines, je vais passer à 10 usines, enfin en tout cas de 5 usines, puisqu'il y en a une petite au Brésil que je vais étendre, qui aujourd'hui produit à peu près 5 millions d'unités. Dans les 10 ans à venir, va produire 50 millions d'unités. Donc, localisation au Brésil pour le marché brésilien, une usine en Chine pour le marché chinois, une usine certainement dans un autre pays asiatique et une usine aux États-Unis. Pourquoi j'ai été amenée à choisir ces 4 lieux près du marché? Comme je le disais tout à l'heure, le prix usine, si je compare toutes mes usines, est équivalent. Ce qui est un frein aujourd'hui, c'est tout ce système d'accessibilité, de taxes d'import dans des pays comme la Chine, dans des pays comme le Brésil, dans des pays comme l'Indonésie, le coût du transport, les régulations qui sont très très fortes. Un exemple pour la Chine aujourd'hui, qui est produit au Canada, je mets 6 mois à livrer mon pays. En Chine, demain, je mettrai 1 mois. Donc voilà les critères principaux qui nous ont amenés à localiser. Sur la France, puisque si on veut parler de la France, je vais multiplier par 2 mes investissements et ma capacité de production. On pourra y revenir tout à l'heure, j'ai peut-être mon temps est peut-être imparti. Non, vous avez encore 1 minute, mais enfin bon, c'est bien. Galderma est donc un actionnaire suisse. La décision se prend en France ou en Suisse? La décision se prend au niveau du board, qui est Nestlé, en Suisse. D'accord. Alors, Patrick Desbiens, vous êtes président GSK France. Depuis 2012, vous êtes senior vice-président et président des laboratoires GSK France. Vous êtes responsable de l'ensemble des activités GSK, du centre de recherche et des 4 sites de production. Et vous êtes québécois. Exactement. Et ça ne s'entend pas, un petit peu. Pas encore, ça va s'entendre. Ça va s'entendre. Et vous avez travaillé aussi en Roumanie et vous avez donné une interview au journal Le Monde, datée d'aujourd'hui, liée prix d'un médicament et lieu de production. On a beaucoup parlé ce matin, mais vous allez nous dire un petit peu quelle est votre position sur comment reconquérir de nouveaux médicaments en France. Merci. Je vous corrige parce qu'on a 3 usines en France. Donc, on avait 4 usines auparavant et on a cédé une des usines à Aspen. Encore une fois, dans toute la politique et l'approche de pouvoir convertir ces usines vers d'autres partenaires. Donc, l'usine de Notre-Dame-de-Mondeville qui faisait les antithrombotiques est pilotée maintenant et appartient à Aspen. Et le dirigeant d'Aspen Manufacturing est ici dans la salle, Franck Moreno, qui nous a rejoint également pour le colloque. Donc, GSK France, c'est 3300 collaborateurs, 3 sites de production, 1 site de recherche. Vous l'avez mentionné, je suis ici en poste depuis 2 ans. Mon constat est le même que mes collègues précédemment sur la table ronde. Je crois qu'il faut vraiment se questionner sur le constat qu'on fait de ce secteur industriel pour nous, pour la France, pour le futur. Et moi, il y a une expression française que j'ai appris depuis 2 ans, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on veut le beurre, l'argent du beurre ou la barrette? Ou la baratte, c'est-à-dire. Donc, et je pense que... C'est la baratte, oui?
C'est pas celle-là? Non, c'est le troisième truc, c'est le sourire de la crémière. Bon, ouais. Bon. Ça, donc, vous l'avez. Il faut encore parfaire mes expressions françaises, mais vous comprenez un peu l'expression, j'espère. Donc, tabernacle. non, pas tout à fait. Non, là, il faut sortir quand même un peu. Mais je crois qu'il faut vraiment se poser cette question pour le futur de l'industrie en France. Et le constat qu'on doit faire, c'est que malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est vraiment engagé sur une très lente extinction du secteur pharmaceutique en France. Et ça, c'est le constat qu'on a porté. On est sur ce lent déclin si rien n'est fait. La bonne nouvelle, je crois, c'est que nous pouvons ensemble prendre des mesures pour changer cette perspective. Mais ça, il faut saisir évidemment les pouvoirs publics, il faut se saisir nous-mêmes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner une vigueur et une dynamique à cette industrie pharmaceutique qui est fortement contributrice. Et je ne reviendrai pas sur tous les faits qui ont été mis de l'avant ce matin. Vous avez mentionné l'article dans Les Échos. Pour moi, c'est important en tant que premier industriel international ici en France de pouvoir aussi porter cette voix et ces préoccupations auprès des membres médiatiques, aussi auprès de nos élus. Parce qu'encore une fois, nous sommes inquiets. Je suis inquiet par rapport à cette situation que nous vivons en France. Ça fait 3 ans maintenant. Maintenant, ça va faire une 4e année que le médicament va prendre plus de 50 des économies visées, alors qu'on ne représente que 15 du secteur de dépenses en France. Donc, pour moi, on a parlé ce matin, en tout début, de comment on réussit à préserver l'existant. Donc, je pense que le tableau a été super bien brossé. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait pour amener de nouveaux produits dans ces usines ou même convaincre un Galderma de pouvoir mettre une nouvelle usine en France ou convaincre un GSK de mettre une nouvelle usine en France. Et pour un international, il y a 3 aspects importants qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est flexibilité du travail. Donc, une usine, ça prend une flexibilité. La production n'est pas sur une croissance fixe. Il faut être en mesure de pouvoir flexer cette main-d'œuvre. Le deuxième aspect important, c'est la fiscalité. Et le troisième important, c'est justement le marché qui est porté vers cette innovation. Donc, ces 3 composantes forment, selon nous, l'écosystème qui est important pour attirer ces investissements industriels. Ce que la France a bien fait il y a plusieurs années, maintenant, cet environnement-là, c'est érodé. Et je pense qu'il faut vraiment revoir ces 3 pavés pour voir comment on fait pour redonner à la France cette attractivité. On parle de compétitivité. Nous compétitionnons contre d'autres pays, évidemment, et contre d'autres mesures. Donc, je pourrais revenir plus spécifiquement sur certaines idées sur ces 3 pavés. Si vous me permettez, dans quelques minutes. Oui, absolument. Sur la fiscalité en particulier. Non, allez-y maintenant. Ah bon. Oui. Donc, peut-être... Donc, sur la fiscalité, il y a on a parlé du crédit production, je pense qu'il est une bonne idée. Je pense qu'il faut faire un effort de lier justement la production locale avec les mesures de prix, mais aussi les mesures fiscalité. On sait qu'en France, le secteur pharmaceutique, on a notre impôt de base de 33 % Grande entreprise, on rajoute 3 % On rajoute les 11 taxes sectorielles spécifiques pharma, on rajoute un 4 points de plus. Alors qu'en face, de l'autre côté une espèce de rivière là, qui nous sépare avec l'Angleterre, ça s'appelle la Manche, je crois. Donc, de l'autre côté de la Manche, on est sur environ 20 % de fiscalité, pas de taxes sectorielles spécifiques. Donc, il faut, en termes de fiscalité, il faut réduire, il faut simplifier. Donc, ça, c'est facile à dire, moins facile à faire. Et en revanche, comment on utilise l'espace de ces taxes sectorielles spécifiques pour créer un levier d'attractivité pour les nouveaux produits? Donc, on a parlé du crédit d'impôt production, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, par exemple, d'utiliser la taxe sur le chiffre de vente pour exonérer le chiffre d'affaires des produits qui sont fabriqués en France? Première idée à explorer, à développer. On parle d'une clause de sauvegarde. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi considérer de retirer les produits qui sont fabriqués en France de ce calcul de clause de sauvegarde? Donc, je n'ai pas les idées qui sont concrètes parce que je pense qu'il faut se mettre autour d'une table pour pouvoir les étayer davantage. Mais je pense qu'il y a un chemin à faire avec la fiscalité qu'on impose au secteur pharma et le lien entre la production locale de ces produits. Donc ça, je vous dirais, pour la fiscalité, il faut absolument quand vous parlez de fiscalité, vous dites l'impôt sur les sociétés, 20%, et parfois moins encore en Irlande, je pense, en Angleterre, au Royaume-Uni, 33 à 40% en France. La guerre est finie, là. La marge est très, très haute, mais c'est pour ça qu'il faut regarder, je crois, les 3 éléments dans leur ensemble. Donc, sur la fiscalité en tant que telle, on ne gagnera pas. Donc, je pense que la marge, elle est très, 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 très large. En revanche, il y a du progrès à faire. Et si on combine la flexibilité du travail, qui est aussi un élément important, avec le marché qui est porté beaucoup plus vers l'innovation, si on réussit à améliorer ces 3 composantes-là et créer un lien avec, donner la raison en fait aux industriels de fabriquer de nouveaux produits dans l'usine ici en France, je pense qu'on peut trouver
une formule qui peut être gagnante pour les industriels comme GSK. Je me permets un mot sur la fiscalité, parce que je sais que ce matin, on a posé la question en conférence de presse, et c'était vraiment évidemment une politique LEM qui a été mise de l'avant. Je peux me permettre peut-être une position d'entreprise ce matin. Donc, pour nous, évidemment, la flexibilité du travail est importante au niveau industriel. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait dans le cadre de l'ANI avec un délai prescrit maintenant sur la consultation. Donc, on est maintenant sur 4 mois, je crois, qui est une avancée importante. Vous l'utilisez, vous, vraiment, ces avancées-là? On dit que c'est peu utilisé par les entreprises. Bien, malheureusement, quand on regarde l'industrie du médicament, on a fait de plus en plus de PSE. Donc, ça, c'est un constat aussi auquel on doit faire face. Pour GSK France, cette année, on a dû conduire un PSE. Malheureusement, sur la partie pharmaceutique, le nouveau cadre de l'ANI nous a facilité, évidemment, parce que ça prescrit une date d'ouverture et de fermeture de consultation. Là, je peux prendre mon regard nord-américain, je regarde un peu quand même la complexité de piloter ce type d'opération. On n'est pas compétitif en face d'autres pays. Donc, sur un délai de 4 mois de l'ANI, il faut rajouter 1 mois de validation avec la directe. Tout le travail de préparation des documents qui est super bien fait, livre 1, livre 2. Donc, dans le cas de livre 2, c'était 250 pages et plus. Le processus en face avec un comité central, des CE spécifiques, comité CHSCT dans les différentes instances, un comité de négociation aussi au-dessus de tout ça. Donc, on a environ une 60aine d'équivalents temps plein en face du patronat, qui débat le projet avec nous. Plus 2 cabinets d'experts qui nous coûtent environ 300 000 €, qu'on offre évidemment à nos instances du personnel pour débattre le projet qu'on met de l'avant. Donc, quand on regarde tout le processus de déploiement, on est sur environ entre 12 à 18 mois pour évidemment pouvoir faire fluctuer cet emploi. Donc, je pense que la démarche, elle est très, très bonne parce que ça nous permet vraiment d'avoir un bon échange et d'être très bien préparé. Mais je pense qu'il y a du progrès encore à faire au niveau de l'année. Moi, ce que je suggérais, c'est par exemple d'aller encore plus loin en termes de délai. On est sur 4 mois. Moi, j'irais sur 1 mois maximum pour toute opération de changement d'effectif. Et je raccourcirais le délai de la directe à 2 semaines. Donc, comment on fait pour vraiment compresser ces timelines-là? Parce qu'on sait de toute façon que la majorité de la discussion se joue dans les dernières semaines de négociation. Donc, on consomme quand même beaucoup d'efforts d'entreprise sur les premiers mois de l'opération. Alors, sur le marché français reste un marché important quand même pour le médicament dans le monde. C'est un argument de poids ou pas? Exactement, oui. Ça a été, et je crois que c'est là où la France a très, très bien joué aussi son jeu il y a plusieurs années, c'est qu'on a utilisé la force du marché et le potentiel du marché pour attirer ces investissements ici en France. Donc, moi, je fais appel à l'État pour reconsidérer cette approche. Donc, comment on fait en sorte que le marché local devient un marché qui est beaucoup plus attractif pour l'innovation? Quand on regarde, par exemple, au niveau de la Commission de transparence l'année dernière, il faut se le dire, il y a 80 des produits qui ont reçu une cote de SMR 5. Donc, 80 des produits ont une cote. Et en face de ça, on a une négociation de prix qui est réduite par rapport à l'existant. Donc, on génère une efficacité. En moyenne, ça a pris 360 jours à faire ce processus. Donc, on a attendu 1 année pour faire bénéficier le système d'économie, alors que 80 du temps de consommation bureaucratique a donné la même réponse pour la majorité des produits. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se challenger avec un changement de paradigme sur le marché? Pourquoi on ne propose pas aux industriels de dire, vous venez en France, un marché qui est attractif évidemment, vous avez d'emblée une SMR 5 avec les conséquences de prix derrière. On prend des engagements évidemment sur conduire plusieurs études pour démontrer sa pertinence dans le marché. Et pour les industriels qui pensent qu'il y a une SMR qui est plus importante, on rentre dans l'échange et dans le débat. Donc, on change de paradigme. À ce moment-là, on enverra un message important à nos maisons mères de dire la France est ouverte à l'innovation et on consomme cette innovation rapidement. Donc, c'est un changement de posture qui est important. Et pourtant, GSK a largement investi en France, comme dans le Nord. Dans les vaccins, ça tient à quoi? Alors, est-ce que vous le referiez? Je n'étais pas là à l'époque, mais bon. Je n'étais pas ici à l'époque, mais je pense que sur le site dont vous mentionnez, notre site vaccin à Saint-Thomas-les-Eaux, qui est probablement un des derniers investissements majeurs dans l'industrie, c'est 600 millions d'euros. Nous sommes en croissance volume, on est encore en recrutement sur ce site, un site important dans toute notre structure vaccin. Si on le referait aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre à la question. En revanche, avoir eu des discussions avec notre CEO dernièrement sur un investissement qui a eu lieu, qui a été annoncé récemment, on a investi sur un site 1 milliard d'euros qui est investi en Angleterre. Donc, on n'a pas été considéré dans l'échiquier de pays potentiels. Pourquoi? Flexibilité, fiscalité et l'attractivité du marché. Donc, le constat que j'ai fait est un peu sombre,
Mais je pense qu'il y a une opportunité pour nous de pouvoir se mobiliser pour porter des solutions parce qu'encore une fois, la France a su construire un environnement qui était exceptionnel pour l'industrie, qui a bénéficié, encore une fois, les patients, notre fiscalité, les emplois en France. Et il faut absolument porter ce message, se mobiliser pour apporter des solutions qui peuvent redonner ce dynamisme à l'industrie pour le bénéfice de tous, et c'est possible. Merci. Philippe Buscan, donc Sanofi. Alors, dans les études, on a montré que 80% des décisions se faisaient en fonction de la maison mère, en fonction si les laboratoires étaient à capitaux étrangers. Donc, chez Sanofi, comment ça se passe? Vous investissez en France. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas investir en France? Et comment favoriser ce terreau pour développer une biotech dont la France a raté un peu? Alors vous, vous êtes réveillé maintenant, Sanofi, mais a raté un peu le tournant. Bon, réveillé, vous êtes un peu... Alors non, moi je voudrais répondre à plusieurs messages. Le premier, bon, nous on a... je crois que anticiper est important. Anticiper est important. Et par exemple, pour vous donner un élément sur la flexibilité, je pense que c'est intéressant, je peux vous donner un témoignage. La flexibilité, elle est indispensable. Donc nous, par exemple, dans nos 26 usines françaises, elles travaillent toutes en 3/8, ce qu'on appelle en 3/8, toutes. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, donc on a systématisé un travail de nuit, et je crois qu'on a 3/4 des usines qui ont des accords de week-end, en prévisionnel. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas cette facilité d'aller vite, vous devez anticiper. Donc on a positionné pour toutes nos usines la capacité à réagir en tant qu'industriel. Donc cette flexibilité, on l'a. On a les femmes qui travaillent la nuit. Quand je compare avec il y a 25 ans, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire le marché français a énormément évolué et les efforts des Français dans les usines sont exceptionnels. Donc moi, je plaide un petit peu le travail des personnels dans les sites où la flexibilité s'est énormément développée grâce aux efforts de nos Français. Bon, l'intérêt du travail de nuit, c'est de productivité Alors, il y a deux intérêts. Le premier, c'est quand vous avez affaire à des outils industriels extrêmement techniques, vous avez donc capitalistique, excusez-moi du mot, vous avez intérêt à les faire tourner en permanence. C'est logique. Et les gens l'ont parfaitement compris, premièrement. Le deuxièmement, c'est que la capacité à augmenter votre capacité de production vite, si vous avez un appel d'offres, si vous avez de l'export, si vous avez de la saisonnalité, l'exemple des vaccins est un bon exemple, est clé. Donc nous, on l'organise de manière anticipée. Donc toutes nos usines françaises sont passées dans ce mode-là. Ça fait partie d'une vision de notre industrie, d'organiser nous-mêmes cette flexibilité. Et encore une fois, je rends hommage à nos personnels qui l'ont parfaitement compris. Et je pense qu'on a aussi, des fois, un disconnect entre ce que vivent les Français et ce qu'ils sont prêts à faire, et l'image qu'on en donne un petit peu dans la capitale, parce que les efforts des gens dans les villes, je peux témoigner, je peux vous dire, ils sont considérables. Donc on peut faire de la flexibilité en dépit des réglementations, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je pense que bon, c'est pas une flexibilité organisée en dernier ressort, mais c'est une flexibilité qu'on organise de manière visionnaire, et je pense qu'on peut le faire. Alors, sur la partie des investissements, moi je voudrais rajouter un point sur les biotechnologies. Je crois que ça a été dit par le journaliste tout à l'heure, il faut aller capter les autres opportunités, vous l'avez dit vous-même. Alors nous, on a des opportunités qu'on a saisies de par l'évolution du portefeuille et du groupe, l'acquisition de Genzyme, le développement de Pasteur, des nouveaux produits dans le domaine des anticorps monoclonaux. Donc on a fait un certain nombre de choix extrêmement importants en termes d'investissement. Mais il reste un point, moi, que je voudrais souligner, qui me paraît important, qui complémente le vôtre, c'est les filières de formation. Je m'aperçois que, je vais vous donner une anecdote, c'est que il y a 30 ans, quand j'ai démarré en tant qu'étudiant, il s'avère que par un hasard, je ne sais pas si c'était le hasard, j'étais le premier élève d'une promotion d'un master de biotechnologie en France. Bon, je ne savais pas à l'époque, j'étais jeune, j'étais jeune, ouais, voilà, j'étais jeune, et je m'aperçois que 30 ans après, revenant dans les biotechnologies, ça n'a pas beaucoup avancé. Et là, je pense que c'est capital, avec les universités, les bassins d'emploi dont on a parlé tout à l'heure, de créer des filières de formation aux biotechnologies de manière à être un terreau ou un terroir d'accueil pour des opportunités de PME, de grandes entreprises. Alors nous, on a été obligé de le faire parce qu'on a formé, je ne sais plus le chiffre, près de 2000 personnes dans les biotechnologies. Donc on a créé un campus biotech, Sanofi, mais on s'est retrouvé un peu seul. Et je pousse, on a créé des filières de biotechnologie dans des écoles d'ingénieurs, on est en train de créer dans les terroirs français ça. C'est un point important, c'est une filière d'excellence qui, moi j'ai connu le début il y a 30 ans, et sur lesquels on peut faire une différence, et d'autres pays font mieux que nous. Je ne voulais pas citer des villes, et qui font que quand vous avez des choix à faire dans les biotechnologies ou le biologique, vous savez qu'il y a un territoire
qui a formé des jeunes, techniciens, ingénieurs, analystes, etc., etc., alors que là, vous êtes obligé de vous débrouiller vous-même. Hein, donc on l'a fait, mais je pense qu'il y a un élément à rajouter par rapport à votre point, c'est créons ces filières de formation pour les jeunes qui viennent attirer, elles aussi, par leur excellence, par leur connaissance, des opportunités d'investissement. Et aujourd'hui, on est faible dans le domaine des biotechnologies en France. Oui, mais alors comment vous ajoutez quelque chose? Juste pour rebondir, je crois que c'est un point important. On a eu une discussion aussi ce matin sur ce sujet. Je pense que ça fait partie de la richesse de l'environnement en France, je crois. La France a une population qui est très, très éduquée. On a aussi plusieurs filières. Donc, je pense que c'est important. Mais par exemple, du point de vue d'un GSK, c'est un peu pris pour acquis. Donc, il faut que ça s'ajoute à cette flexibilité, fiscalité. Et le marché d'innovation, ça ne serait pas pour nous, par exemple, l'élément qui serait décisionnel dans la construction d'une nouvelle usine en France. Parce qu'on compétitionne versus d'autres. Je n'oppose pas les deux. Mais par exemple, si vous êtes une petite société, vous voulez créer une biotechnologie en France, hein, je pense que c'est important qu'elle puisse accéder à des bassins ou des clusters d'expertise pour produire, pour développer, etc. Et Philippe Busquan, vous êtes le patron de l'industrie, la production industrielle de Sanofi, qui est un mastodonte en France. Comment vous expliquez quand même que sur les 130 médicaments conçus une AMM depuis 2012, seulement 8 sont fabriqués en France, alors que l'Allemagne 32, le Royaume-Uni 28, l'Italie 13, et ainsi de suite. Comment c'est possible ça? Je pense que vous regardez dans les 130, de la part des 130 en termes de produits petites molécules, les molécules biologiques, hein, je ne connais pas, j'ai vu les moi non plus. Hein, enfin, les chiffres. Il est certain que dans le domaine du biologique, la France a vécu sur un acquis un petit peu. Mais moi, je retourne l'inverse. Comment vous expliquez que Sanofi ait décidé de produire la dengue, le vaccin contre la dengue, en France, hein, et qui va donner une résonance, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Sanofi, à la France, exceptionnel dans les pays émergents. Ça va être l'un des plus grands potentiellement pour du lancement de médicaments dans les pays émergents. Hein. Et nous, la raison, c'était simple, c'est quand on a eu à décider, on avait un savoir-faire à Lyon, hein, dans les vaccins. C'était là qu'avait été développé le vaccin, et on s'est dit, cette proximité de recherche et de production en termes de savoir-faire est un atout, hein, pour l'entreprise, est un vecteur de réussite, et c'est pour ça qu'on a pris la décision de reconvertir une usine de chimie en biotechnologie. Je pense que c'est peut-être l'un des seuls exemples, que ce n'est pas peut-être en France, mais nous, on a pris le parti de se transformer, d'anticiper, d'entreprendre et d'aller attraper les courants de positifs, de croissance correspondant à notre dynamique d'entreprise. Est-ce que pour la dingue, vous avez regardé un peu si ça ne serait pas moins cher ailleurs, ou c'était d'entrée de jeu la France? Non, bien sûr qu'on a regardé, mais je pense que ça fait partie d'une conviction et on est extrêmement fiers d'aujourd'hui d'apporter à l'entreprise, hein, et je dirais à la France et au marché un savoir-faire, hein, qui est reconnu à travers le monde. C'est une production difficile à fabriquer, hein, très difficile à fabriquer, et sur lesquelles la filière d'expertise française est un atout. Merci. Alors, Christophe Lerouge, c'est à vous. J'espère que vous êtes prêt. Vous êtes donc chef du service de l'industrie à la Direction générale des entreprises à Bercy. Donc face à ce constat inquiétant, comment accroître en fait l'attractivité de la France pour développer, pour capter de nouveaux produits? Alors qu'est-ce que propose ou comment les pouvoirs publics reçoivent un peu les propositions qui ont été énoncées, sur lesquelles on viendra? Il y a beaucoup de fiscalité. Il y a de la fiscalité, ça c'est votre domaine en particulier. Il y a de la flexibilité. Qu'est-ce que vous faites pour développer tout ça? Et est-ce que vous avez une politique industrielle? J'ai été effectivement dans la salle depuis le début de la conférence, donc j'ai effectivement entendu et suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit, et sur le fait effectivement qu'on dise qu'il n'y avait pas de politique industrielle, ce que je conteste évidemment. Bon, je ne prétends pas représenter l'ensemble des pouvoirs publics ici à cette table ronde. Je suis au sein du ministère de l'Industrie de Bercy. Et je ne représente pas la partie fiscalité de Bercy, je représente encore moins la partie ministère de la Santé et suivi de la sécurité. Alors, je représente l'industrie et je suis là pour porter aussi le message des entreprises industrielles dans le concert ou dans la cacophonie administrative. Ça a été cité tout à l'heure, il y a plein d'arbitrages à tous les niveaux, y compris jusqu'au niveau de Matignon, et la Direction générale des entreprises porte le message des entreprises et des industriels. Alors moi, je ne conteste pas le constat qui a été fait depuis ce matin, qui est un constat un peu inquiétant,
avec une baisse des investissements, avec un non-renouvellement des médicaments nouveaux. Et donc, moi, je reçois avec beaucoup d'intérêt les messages qui sont envoyés par les investisseurs, par les grandes entreprises, par les entreprises un peu moins importantes, par les investisseurs étrangers. Et on va essayer de travailler ensemble là-dessus. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire. Sur le thème spécifique, comment reconquérir la production des médicaments nouveaux, il y a l'aspect innovation, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Je sais que vous ne vouliez pas que j'en parle, mais je vais quand même en parler. On a quand même des questions... Je m'inscris en faux. Alors, on a échangé par téléphone avant cette non, conférence. L'innovation, les startups, c'était parler des startups. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la production. Pour remettre dans la production des médicaments nouveaux, il faut quand même remettre dans le pipe un certain nombre de molécules ou de produits nouveaux qui vont, on l'espère, être produits en France. Donc ça, je ne vais pas en parler tout de suite, mais je vais en parler tout à l'heure. Après, il y a la question globale de l'investissement. L'investissement des entreprises industrielles, qu'elles soient françaises ou étrangères, qui veulent produire en France. Alors là, on touche finalement à une question plus large, ça a été mentionné un petit peu tout à l'heure, à la question de l'attractivité de la France globale pour les investissements industriels. Il y a eu un conseil de l'attractivité au début de l'année, il y en a un autre qui va se tenir dans quelques jours sous présidence du président de la République, donc à l'Élysée. Et là, le constat, il est le même que celui que ce matin, c'est-à-dire qu'on a une baisse de la présence des investisseurs étrangers en France, on a une baisse de l'investissement industriel, de production, et la réponse du gouvernement, ça a été le pacte de compétitivité, de responsabilité, les questions de simplification. Évidemment, on crève sous la complexité administrative en France. Je suis fonctionnaire, il n'y a rien de plus facile pour un fonctionnaire que de pondre de la réglementation. On a des consignes très claires, très fortes, pour essayer de simplifier au maximum toutes les contraintes de toute nature, administratives, réglementaires, environnementales, qui pèsent sur les entreprises. C'est un facteur d'attractivité très très fort, et on en est conscient. Et puis, il y a tout le dispositif des aides au financement, de la fiscalité. C'est quelque chose qu'on ne remettra pas facilement en cause. Vous l'avez dit, on n'ira pas sur un taux de fiscalité pour les entreprises de 12% qui est celui de l'Irlande. On est en France et on ne pourra pas le baisser. Vous connaissez aussi bien que moi le niveau de déficit public. On a besoin quelque part de ces rentrées d'argent. Mais on peut quand même améliorer les choses en jouant sur l'environnement. Le choix d'un investissement industriel de production, il est lié à un certain nombre de facteurs qui ont été rappelés. C'est-à-dire il n'y a pas que la fiscalité. Il y a le creuset où va se réaliser l'investissement. C'est des questions d'infrastructure, c'est des questions de formation, c'est des questions de marché. Et là-dessus, on peut travailler plus facilement, me semble-t-il, que sur les questions de fiscalité. Puis après, il y a une problématique spécifique aux industries de santé, aux industries pharmaceutiques. Et c'est vrai que le prix du médicament, dont on a parlé un petit peu, même beaucoup tout à l'heure, c'est un facteur clé. Et ce qui se passe dans le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, moi, en tant que ministère de l'Industrie, me chagrine un peu, parce que on revient chaque année sur des discussions où on remet en cause les prix. On met en place une fiscalité spécifique, et en fait on ne donne pas de visibilité parce que c'est sans cesse remis en cause. Donc il faut qu'on travaille sur cette visibilité sur ce long terme, qui est aussi majeure pour être capable de convaincre un investisseur étranger ou français de se mettre sur le marché français. La deuxième chose que je voudrais dire sur le PLFSS, ou sur l'objectif national de baisse des dépenses d'assurance maladie, c'est qu'on a besoin de travailler ensemble. Alors, ça a été cité tout à l'heure. On a des instances de négociation qui sont le CSIS et le CSS. C'est le comité stratégique des industries de santé. Le CSF Santé, c'est le comité stratégique de filière des industries de santé. Je tends peut-être un bâton pour me faire battre, parce que c'est un sujet de crispation en ce moment entre l'administration et les entreprises. Mais moi, je crois vraiment à ces instances, parce que c'est des instances de négociation. Je sais que le LEM a un petit peu de réticence en ce moment à venir discuter avec nous, mais on a besoin de vous. On a besoin de travailler avec vous, parce qu'on a besoin d'avancer, on a besoin de négocier, on a besoin aussi d'entendre des messages, pas seulement
que le ministère de l'Industrie les entende, ils sont bien reçus, mais aussi le ministère de la Santé, et c'est très important. Mais sur les 40 mesures du CSIS, il y en avait combien qui ont vu les essais cliniques? On a dit tout à l'heure qu'il y en avait zéro, c'est pas tout à fait vrai. Non, il n'a pas dit zéro en production, zéro, mais il y en a une quelque... Je ne sais pas exactement. Est-ce que ça avance quand même? Moi, j'ai tendance à penser que oui, ça avance pas suffisamment vite. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la négociation du prix du médicament, les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est pas l'État qui décide d'un trait de plume. Ça se fait dans le cadre du CEPS. Il y a un certain nombre de ministères qui y participent, dont le nôtre, avec le ministère de la Santé, et on essaye de prôner la discussion, enfin la négociation conventionnelle avec les entreprises du médicament. Et donc c'est ça qu'on veut aussi mettre en place. Et moi je crois à la négociation entre les administrations et les entreprises. On est soumis à des contraintes, à un environnement concurrentiel extrêmement dur. On a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on l'a dit sur la fiscalité. Donc la seule réponse qu'on puisse avoir, c'est d'être intelligent face à ce système. Et pour être intelligent, il faut travailler ensemble. Et donc, en tout cas, moi, c'est mon intention de travailler de façon étroite avec les entreprises du médicament. Vous travaillez plus du tout avec les entreprises du médicament aujourd'hui? Si, on travaille, mais bon, après, c'est un peu crispé en ce moment, justement dans le cadre des négociations sur le PLFSS. Alors, soyons intelligents, le label Europe, ça coûte pas cher. Oui, mais sauf que ça ne dépend pas de la France elle-même. La label France, c'est pas possible, si j'ai bien compris, vis-à-vis de l'Europe. Alors après, on se retrouve toujours dans des discussions un petit peu compliquées avec la Commission européenne. Label Paul Pharma. C'est pas évident. Non, mais qu'est-ce qui bloque au niveau de label Europe? Est-ce que vraiment c'est bloqué? Est-ce qu'il y a des espoirs? Est-ce qu'il faut avancer? Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Et oui, on doit pouvoir avancer. Il faut qu'on regarde ça, oui. D'accord. Et le crédit impôt production, ça, vous y croyez pas trop? D'accord, merci de votre réponse. Non mais je vous ai dit en introduction que les questions de fiscalité, c'était pas complètement de mon ressort. Évidemment, la question du coût de la production en France, c'est un sujet majeur pour toutes les entreprises industrielles. Mais par exemple, Amazon, qui ne paie pas ou peu d'impôts en France, reçoit beaucoup d'aides pour implanter une usine. Pas une usine, enfin un hangar de... Est-ce qu'il y a de poids de mesure? Comment ça se passe? Quel est votre regard là-dessus? Normalement, il ne doit pas y avoir de poids de mesure. On n'est pas sur, on est sur une entreprise de logistique. On n'est pas sur de la production. Oui, enfin, ça fait des emplois quand même. Mais effectivement, c'est un sujet qui se pose. Vous n'avez pas dit d'où je venais, mais j'étais commissaire au redressement productif en région Bourgogne. Donc j'ai bien suivi ce qui s'est passé sur l'implantation de l'usine Amazon à côté de Chalon-sur-Saône. C'est pour ça que je vous pose la question. Et effectivement, ils ont été aidés. Il y a eu de la création d'emplois, mais je crois que rien s'oppose non plus à un accompagnement de la part de l'État et de la part des collectivités sur des investissements productifs en France, et ça se passe. Alors, il y a aussi des conditions qui sont favorables. On l'a cité à peine, mais il y a le crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, il est majeur sur la partie attractivité de la France. C'est un des points forts. Il faut miser là-dessus. Alors, c'est peut-être pas suffisant, je comprends, mais c'est quand même un des points forts qui permet justement de travailler sur le sujet médicaments nouveaux, recherche. Et je crois aussi, quand je parlais de coopération et de discussion entre les entreprises et les pouvoirs publics, je crois aussi beaucoup à la coopération et à la coopération en matière de recherche et de développement. Et c'est ce qu'on essaye de mettre aussi en avant. Alors, vous appelez peut-être pas ça de la politique industrielle, mais c'est quand même de la politique industrielle. Quand on travaille au développement de la recherche collaborative, quand on travaille à mettre en place des conditions un peu plus faciles pour la recherche clinique, quand on travaille sur les clusters, il y en a eu un tout à l'heure, quand on travaille sur les pôles de compétitivité, quand on met en place des soutiens à des plateformes de bioproduction, c'est de la politique industrielle et on est très en amont. Alors évidemment, ce qu'on cherche, c'est à mettre dans le pipe ces produits nouveaux, ces molécules nouvelles, et on espère qu'en finale, ça se produira, en sens de la production, en France. D'accord. Cécile Dussart, vous qui investissez beaucoup, 15% par an, ça nous laisse rêveur quand même. Sur 10 ans, vous êtes sûr? Je suis sûr. Bon, ça nous rassure encore plus. Quand vous vous êtes posé la question, vous avez demandé un cabinet, vous avez regardé, soit je sature, soit j'avais dans d'autres pays. Est-ce que vous avez été à Bercy pour voir quels avantages j'ai si je développe et j'augmente ma production en France? Comment ça se passe concrètement? Alors, sur la France, nous avons essayé, déjà en commençant par au niveau régional, on va dire, et on s'est vite aperçu que la lourdeur administrative
était telle qu'on a laissé tomber. On s'est dit qu'on allait investir Au niveau de la région, c'est qui en Haute-Savoie, puisque oui, mais l'usine... c'est qui votre interlocuteur? C'est le conseil régional? Oui, on est allé voir, tout à fait. Ouais. Comparé à d'autres pays, hein, encore une fois, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a décidé d'investir et au Brésil à très court terme, hein, dans les plans à 10 ans. On espère que les chiffres seront là, mais à très court terme, on investit en Chine et au Brésil. Et on a des incentives qui sont très importantes. Mais je pense que pour revenir quand même sur la production française, puisque mon usine en France fait 40 millions d'unités, dans les 10 ans à venir va faire 80 millions d'unités. Donc je vais quand même multiplier par 2 ma production. Je pense qu'on est tous d'accord pour vanter le savoir-faire des personnes qui sont très bien formées. Et la Chine, par exemple, encore une fois, je vais toujours voir mes clients pour répondre à leurs attentes. Le Made in France est très important. Pour la Chine, il y a une population telle que les stratégies prix sont différentes. Donc nous allons produire en Chine pour des produits où le marché a besoin d'une marge et d'un prix industriel plus faible. Mais en revanche, nous allons garder la production soit au Canada, soit en France pour le fameux Made in France, pour appliquer une politique qu'on appelle de premium price pour une population en Chine qui tient à ce Made in France. Je pense qu'il faut aussi, en tant qu'industriel, et pour préserver cette production en France, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est industriel, on aime l'industrie, on aime les salariés. Pour avoir vécu plusieurs métiers, puisque j'ai travaillé 15 ans dans le marketing, une dizaine d'années dans les ressources humaines, et maintenant je suis dans l'industriel. Et l'industriel et les salariés qui travaillent dans une usine sont des gens qui sont très attachants, très passionnants. Et en tant qu'industriel, puisque j'ai été responsable du site en France, il faut aussi créer avec eux une vision, il faut leur donner un sens, et on a construit une différenciation. Il faut rendre les sites incontournables pour justement être compétitifs par rapport à d'autres usines qui peuvent être localisées dans le monde entier. Et ce site en France est spécialisé dans la production de médicaments pour le Japon. Pour ceux qui connaissent le Japon, qui requiert une spécificité en termes de qualité qui est très importante. Et ce site en France est devenu un incontournable. Nos partenaires au Japon vantent les mérites de la qualité des produits qui sont justement produits en France. Donc il y a encore des atouts qu'il faut mettre en avant. Et je voudrais quand même ouvrir le débat. Je parlais tout à l'heure, non pas du coût industriel, mais enfin en tout cas pas du coût sortie usine, mais donc ce que j'appelle le COGS, qui est toute la chaîne. Ce qui est important, c'est le prix qui va arriver dans le pays. Et quand je vois les barrières, notamment en Chine, au Brésil, si vous voulez faire du business en Indonésie, il faut produire localement. Si vous voulez faire du business en Turquie, il faut produire localement. Il y a une sorte de protectionnisme. Donc l'Europe est quand même un des pays qui consomment du médicament. J'ouvre cette question. Est-ce qu'il ne faut pas apporter aussi un peu de protectionnisme pour les laboratoires qui veulent produire en Europe ? C'est la bonne question. Et avant de passer la parole aux autres industriels, on va regarder une vidéo du responsable directeur général adjoint opération Patrick Berja de LFB laboratoire français, 100% français, qui va nous expliquer quelle est la position sur les biotech, justement, comment développer les biotech en France. Un de nos premiers atouts, c'est que nous avons un vrai savoir-faire, notamment dans le domaine des médicaments issus du vivant. Et ces produits sont à haute valeur ajoutée, que ce soit sur le plan technologique, économique, mais aussi ils représentent un intérêt stratégique en termes de politique de santé. On est leader dans le cadre des vaccins, la fabrication des médicaments dérivés du sang, et aussi pionnier et force d'innovation dans le cadre des thérapies cellulaires et des thérapies géniques. En France, on peut aussi s'appuyer sur une vraie culture industrielle, à savoir que nous avons des cabinets d'ingénierie et des équipementiers qui sont prêts à répondre à nos besoins spécifiques pour créer nos nouvelles usines high-tech. Plutôt que de parler d'un risque, je parlerai d'un défi. Si on veut continuer à produire des médicaments issus du vivant made in France, c'est un vrai défi pour nous dans le sens où il faut produire au meilleur niveau de qualité, au meilleur prix et au standard international pour servir nos différents marchés. Au-delà du risque, ou plutôt du défi de la compétitivité, il y a aussi le risque des investissements industriels. Dans notre secteur de la bioproduction, on doit faire face à des investissements lourds sur le long terme et donc on a besoin à ce titre d'avoir de la visibilité pour ces investissements sur le territoire national.
En tant qu'industriel, on doit être créatif pour rester performant et compétitif. À ce titre, nos usines d'aujourd'hui, mais surtout celles de demain, doivent être particulièrement design to cost. Qui dit design to cost dit de nouvelles solutions innovantes dans les outils de production. À ce titre, nous devons être accompagnés et soutenus aussi sur le plan réglementaire pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles solutions. On a donc besoin d'un cadre réglementaire clair sur la durée qui nous permet d'implanter ces nouvelles technologies. Pourquoi continuer à investir dans la bioproduction en France? Deux raisons majeures. La première, la bioproduction est une activité complexe, à haute valeur ajoutée, qui fait appel à des technologies high-tech. La seconde, la nécessité d'avoir un personnel hautement qualifié. Actuellement, on constate que la majorité des médicaments qui sont enregistrés au niveau des agences américaines et européennes sont des médicaments issus du vivant. À ce titre, la France doit prendre toute sa place et ne pas laisser l'avenir de ses productions qu'aux autres. Et voilà, la France doit prendre toute sa place. Alors, Philippe Luscan, un de nos premiers atouts, c'est bien, que nous avons un réaction vrai au propos savoir-faire, de notamment dans le domaine des Christophe médicaments issus du vivant. Merci. Moi, j'avais une question Et pour ces vous, produits Monsieur sont Rouge. à haute valeur ajoutée, Si on, que ça soit on sur prend le la plan question du technologique, début, en fait, économique, sur le mais futur, aussi ils représentent l'industrie un pharmaceutique en intérêt France. stratégique. Et pour en moi, termes de je pense politique pour de nous, ce qui santé. est important, On est c'est d'entendre le leader message dans le cadre des de notre vaccins, gouvernement, la savoir si ce fabrication de secteur est médicaments important. dérivés du sang. On a fait le Et constat ce aussi matin pionnier que sur la partie et industrielle en force tant que telle, d'innovation dans le ça a cadre des de retombées de thérapie 30 cellulaire et milliards de thérapie d'euros génique. par En France, année on peut ici aussi en France, s'appuyer sans sur une compter vraie tout le reste de culture l'aspect de notre industrielle, opération en France. à savoir Si que on nous met en avons des cabinets perspective, d'ingénierie et des équipementiers qui sont prêts. L'enveloppe remboursable du médicament en France, ce qu'on consomme, c'est environ 18 milliards d'euros par année qui est remboursé en termes de médicaments. Donc on voit bien que ce qu'on a réussi à faire en France, c'est de vraiment pouvoir capitaliser sur notre enveloppe de médicaments remboursables et de pouvoir créer des investissements ici qui sont importants. Donc, dans la balance actuellement, c'est un secteur qui contribue beaucoup plus de ce qu'on consomme en termes de taxes. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est de savoir quand on se projette dans les prochaines années, est-ce que notre gouvernement veut faire de l'industrie pharmaceutique un levier, de continuer à faire un levier contributif? Oui ou non? Et si c'est non, encore une fois, une réponse assez peut-être nord-américaine, si c'est non, on peut l'entendre. Et ça, on peut l'entendre et on va s'ajuster. Donc, c'est pas, les propos ne se veulent pas une menace à l'emploi, mais plutôt un propos qui est réaliste. Il faut juste qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse s'en parler et qu'on puisse s'adapter en conséquence. Clairement, en tant que payeur de taxes français et pilotant d'entreprise française, j'espère que la réponse est oui. Attention, Christophe Leroux, c'est une question piège. Mais une question je pense piège. qu'il faut l'entendre et après, il faut aller au-delà du dialogue et au-delà de l'espoir. Il faut aller sur des mesures concrètes pour changer la perspective. Je suis d'accord avec vous et je réponds oui à cette question. Évidemment, évidemment. La difficulté, c'est que on n'a pas une vision globale. C'est-à-dire que là, vous avez... C'est ce que je disais depuis le début. C'est-à-dire que vous avez face à vous le ministère de l'Industrie. Et donc, vous allez avoir un discours très positif et très en faveur de l'industrie. Et puis, vous avez après d'autres ministères qui sont des ministères plutôt dépensiers, donc le ministère de la Santé, qui va avoir une approche purement sous le prisme sécurité sociale et financement des dépenses de maladie. Et on n'arrive pas suffisamment à mettre en rapport le rapport bénéfice-coût. Or, moi, de mon point de vue, évidemment, pour la société globale française, il y a un bénéfice à avoir de la production en France. Et pour avoir cette production en France, il faut peut-être aussi accepter d'avoir un prix du médicament un petit peu plus élevé que ce qu'il est actuellement. Mais ça passe par ce rapport coût-bénéfice qu'on n'est pas capable suffisamment de faire au niveau gouvernemental. Philippe Luscan, alors. Non, moi, je voulais réagir à ça, c'est que je pense qu'il est à vous d'organiser cette position globale. Hein. Et si j'avais un vœu à affirmer, c'est que vous avez la chance d'appartenir à une direction générale de l'industrie ou de l'entreprise. C'est un mot fabuleux. Faites-le savoir. Hein. La direction générale de l'entreprise en France, elle doit avoir ce rayonnement qui doit venir fédérer l'ensemble des éléments industriels et globaux. Et je prends un deuxième exemple, c'est que, pour moi qui visite un peu tous les pays du monde, vous allez en Allemagne, tout le monde vous dit, première industrie, l'automobile. Deuxième industrie, la pharmacie. Donc c'est affiché politiquement de tous les acteurs. Et pourtant, ils ont eu quelques difficultés. Et donc la question de mon collègue, c'est on est où en France? Est-ce qu'on est affiché officiellement, oui ou non, comme
l'industrie numéro, je sais pas, 3, 2, etc. Et j'ai même eu l'occasion, pour un petit symbole, d'expliquer la part de l'export de la pharmacie dans la balance commerciale française. Et je me suis aperçu que beaucoup de politiques la découvraient. Et donc, je pense qu'on a besoin d'un discours global, j'allais dire national, sur lequel vous avez, et vous remercie d'être venu, vous avez un rôle clé en tant que direction générale d'entreprise, de le fédérer et de donner cette image, premièrement, nationale de quelle part est l'industrie pharmaceutique. Je vous rappelle que dans la pharmaceutique, il y a industrie. Donc c'est ce qui m'a fait travailler dans ce message depuis longtemps. Et ensuite de donner une visibilité stable dans le temps, parce que vous avez bien compris que toutes les décisions se prennent dans la durée, et pas dans l'année qui vienne. Donc les positions affichées impactent, aujourd'hui, on impacte ce qui va se passer dans 3 à 5 ans dans la production pharmaceutique française. Alors, question d'affichage et de cohérence entre les différents ministères, non? Qu'est-ce que vous pouvez... Bon, alors vous n'êtes pas le ministre, ni le président, on vous pose des questions, on voit bien la limite de l'exercice, mais non, sur l'affichage, parce que l'aérospatial, l'automobile, le luxe... exporte positivement, l'industrie aussi, mais on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Pharmaceutique. Non, moi je peux pas. Je comprends aussi qu'on fasse un classement en termes de nombre d'emplois, de production de richesse, d'exportation. Oui. Maintenant, moi je vais pas dire un secteur industriel est plus important qu'un autre. Ce qui compte. Alors c'est pour ça quand j'entends qu'il n'y a pas de politique industrielle, il y a quand même eu ces dernières années, c'est indépendamment d'une position droite-gauche. Moi, je ne suis pas un homme politique, je suis là pour mettre en œuvre une politique et pas pour la faire. Mais il y a quand même eu un changement depuis 2009 et les États généraux de l'industrie dans la perception et dans la prise en compte de ce que c'est que l'industrie, parce que c'est là où se crée la valeur, c'est là où se crée la richesse, et c'est finalement tout ce qui tire le reste de l'économie française. Donc, moi je suis convaincu de ça, et j'ai l'impression, on va peut-être pas suffisamment vite, j'en conviens, que petit à petit, nos décideurs, nos hommes politiques, le réalisent petit à petit et mettent en œuvre cette protection de l'entreprise et de l'industrie. Vous avez vu des déclarations d'amour du Premier ministre il y a pas très longtemps. Voilà, et donc après, il faut des preuves, comme on dit. Il faut des preuves d'amour, je suis d'accord. Parce que les déclarations... Alors, est-ce qu'il y a une ou deux déclarations, donc questions, on a 5 minutes, ou commentaires? Oui, là, voilà. Non, juste avant, voilà. Vous vous présentez. Bonjour, je m'appelle Michel Bonjour, je suis responsable d'une association de malades qui s'appelle SOS Hépatite. C'est des remarques qui vous semblent peut-être naïves, mais pour vendre des médicaments, à qui vous les vendez? À des malades. Pour que les malades puissent les consommer, il faut des soignants qui les prescrivent, et puis il faut que les médicaments soient payés. À l'heure actuelle, on a 10 millions de personnes en dessous quasiment du seuil de pauvreté en France, qui sont très mal soignées, qui ne peuvent pas bénéficier de vos super bons médicaments, et Dieu sait si moi aussi je vous aime, l'industrie pharmaceutique. Parce que, vous voyez, on voulait me greffer il y a 15 ans, et puis là, en ce moment, je prends 2 petites molécules le matin, ça me coûte 1000 balles. Et malheureusement, celle qui vaut 150 €, elle est faite en Italie, où mes copains italiens, qui sont 3 fois plus nombreux que moi à être malades, ne sont pas soignés, alors que nous, on est déjà 14 000 à la manger. Voilà. On ne sait pas comment on va payer, on n'en sait rien. Il y a de l'argent, il y a 5 millions de malades chroniques en France. On pourrait vraiment... Oui, je me suis planté. On pourrait vraiment rééquilibrer tout ça. Vous savez, le nombre de gens, moi je vais voir de temps en temps le dimanche matin aux urgences à Jean Verdier ou des grands hôpitaux comme ça. Vous voyez tous ces pauvres qui, faute de pouvoir aller voir un médecin généraliste et avoir un traitement qui ne va pas coûter très cher des fois, ça de maladie. Cette maladie-là leur a esquinté la vie et ça va être très dur et plus cher encore pour les soigner. Et je trouve que là, il y a quelque chose, on ne travaille pas assez ensemble. Notre Sécu qui est superbe, moi quand je parle de la Sécu dans les autres pays d'Europe où je vais, ou au Maghreb ou ailleurs, aider à monter des associations, ils ne nous croient pas. Hein. Ils ne pensent pas que moi je peux avoir 6 mois de médicaments à 1 000 € par jour gratuitement. Ils ne nous croient pas. Et là, elle est un peu menacée. Alors, on essaye de faire des économies sur tout. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fabrique nos médicaments en France. Il faudrait qu'on les vende, qu'ils soient accessibles à tout le monde. Ça créerait aussi des emplois.
faudrait que le système de santé peut aussi créer des emplois. Quand on le rabiote, ben, on supprime des emplois, on supprime de la consommation. C'est un problème. Moi, j'ai pas la solution. J'y connais pas grand-chose en économie. Mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du domaine de Kafka, là. Merci. Enfin, c'est bien d'entendre un patient qui remet le patient, comme on dit, au cœur des enjeux. Qu'est-ce qui veut intervenir? Peut-être débuter. Merci pour votre témoignage. Je pense que ça nous rappelle même vers la conclusion pourquoi on est ici. En fait, on est ici pour des gens comme vous, pour les patients français. Et je rejoins le point qui était fait plus tôt, c'est qu'on a tendance en France à saucissonner le budget. Et vous nous entendez beaucoup se plaindre sur le fait qu'on prend 50% des économies alors qu'on représente 15% du budget. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut prendre une vue qui est transversale en termes de système de santé. Et ça, c'est ce qu'il faut mettre en avant. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de parcours de soins. On fait très peu. Donc là, il faut passer de la parole aux actes. Il faut prendre une vue transversale dans le système. Il faut voir comment un médicament réussit à éliminer certains soins, à améliorer la qualité de vie des patients, l'état de santé, aussi à dégager des coûts du système. Et ça, cette visibilité-là, on n'est pas capable de l'avoir actuellement. Et ça fait partie du symptôme du système français qui est très, très fortement bureaucratique. On a une belle bureaucratie en France, c'est une des forces de notre système. Mais ces silos sont tellement forts que c'est difficile de percer au travers. Donc, il faut absolument se donner les moyens de pouvoir avoir cette vue transversale, axée sur le patient, pour les résultats et pour l'efficacité du système. Et quand je disais plus tôt sur le changement de remboursement, là, ce que j'évoquais tout à l'heure, de changer un peu le paradigme, moi, ce que je souhaite, en fait, c'est qu'on réduise la barrière en France d'accès au marché, mais qu'on mette ce poids ou cette exigence sur le maintien dans le marché. Donc, pour des médicaments comme ceux-là, c'est comment on fait en sorte de rapidement donner accès aux patients, mais qu'en tant qu'industriel comme GSK, qu'on se dise ensemble, démontrons ensemble la valeur en vie réelle de ces médicaments, de ces interventions, pour le bénéfice du patient, pour le bénéfice du système, et on va être en mesure de démontrer l'efficacité du système global pour sortir les coûts du système, pour qu'on puisse après réinvestir dans d'autres champs thérapeutiques ou dans d'autres médicaments. Merci. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Donc, on arrive à Denis Ferrand. Donc, là aussi, vous n'êtes pas spécialiste de l'industrie pharmaceutique, et c'est pour ça que vous êtes là, mais vous êtes quand même économiste, directeur général de CO et Rexecode, je l'ai déjà dit. Donc, quand vous écoutez ces débats, est-ce que là aussi, il y a des spécificités de l'industrie pharmaceutique, ou est-ce que l'industrie pharmaceutique, comme une toute autre industrie, doit se battre avec ses armes? Et quelles sont ces armes, quelles sont ces possibilités de développer en France de nouveaux médicaments au niveau industriel, au niveau production? 5 minutes. 5 minutes. L'industrie pharmaceutique est confrontée de toute façon aux mêmes enjeux que ce que connaissent l'ensemble des secteurs industriels en France. C'est cet enjeu de compétitivité dont on s'est rendu compte au bout de quand même quelques années qu'il était simplement le chaînon manquant de la croissance en France. On a pâti d'un déficit de compétitivité. Alors sans doute que CO Rexecode a mal fait son travail, mais nous, ça fait une quinzaine d'années que l'on travaille sur ce thème-là. Et on a réussi à l'ancrer dans le débat que très tardivement. Donc on n'a certainement pas été bon communicant, et je tiens à m'en excuser devant l'ensemble des industriels. Parce qu'il y a là un enjeu qui est tout à fait fondamental et qui fait écho à la question que vous posez pour cette table ronde. Dans cette table ronde, vous posez la question comment reconquérir la production de nouveaux médicaments. Mais au lieu de poser cette question comment reconquérir, j'aurais plutôt envie de dire c'est comment capitaliser sur les compétences, sur l'existant qui a été fait. Parce que s'il y a quelque chose de certain en affaires industrielles, c'est que l'histoire, ça compte. L'histoire est tout à fait déterminante. Le fait que vous ayez fabriqué des compétences, que vous ayez tissé tout un ensemble de relations avec des fournisseurs, avec des sous-traitants, que vous soyez en prise avec les patients, également auprès de qui vous travaillez, que vous soyez en prise avec le milieu hospitalier, qui va être le prescripteur ou dans lequel vos médicaments vont être diffusés, c'est tout à fait fondamental pour l'évolution de l'industrie du médicament. Donc, avant même de reconquérir, il faut déjà être conscient de son installation dans un paysage, comment on capitalise sur ceci, et surtout, dans ce cas, puisqu'il faut poser la question des nouveaux médicaments, c'est comment est-ce que l'on fait évoluer les compétences, parce que s'il y a quelque chose de très certain, surtout dans le domaine d'une industrie très capitalistique comme l'est l'industrie pharmaceutique, c'est qu'il est toujours beaucoup plus difficile de faire du radicalement nouveau que de
justement s'appuyer sur, que de faire évoluer les compétences, que de s'appuyer sur l'avantage comparatif que l'on a échafaudé. Et sur ce point, sur l'avantage comparatif, et je reviens à mon point d'entrée, qui était cette question de la compétitivité, cet avantage comparatif, il demeure pour l'industrie pharmaceutique. Il demeure, mais il s'érode très fortement. Deux signes de l'érosion. J'ai fait comme Jean-Marc Vittori, j'ai regardé quelques données que je peux avoir sur l'industrie pharmaceutique. J'aime bien comparer l'évolution en France par rapport à ce que l'on constate en zone euro. Qu'est-ce que l'on avait au début des années 2000? En gros, les exportations françaises de médicaments, c'était 20% des exportations de l'ensemble de la zone euro. Sur les 6 premiers mois de l'année 2014, on ne sera plus qu'à 12,6%. Donc on voit déjà le poids relatif de l'industrie pharmaceutique française par rapport à l'industrie pharmaceutique européenne a quand même fortement décliné. Deuxième élément, l'avantage comparatif. L'avantage comparatif, on peut le regarder. Est-ce qu'on a un solde commercial positif? Oui, c'est le cas dans l'industrie pharmaceutique. Il l'est de moins en moins. Et il le sera, et il sera même exceptionnellement bas en 2014, non pas en masse, non pas en milliards d'euros, mais surtout ce qui me semble être l'indicateur le plus pertinent, c'est en taux de couverture. Le taux de couverture, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport des exportations aux importations. Est-ce que mes exportations sont beaucoup plus importantes que mes imports? Et c'est ça qui témoigne de l'existence d'un avantage comparatif. Or, sur les 6 premiers mois de l'année 2014, ce taux de couverture, on n'exporte plus que 109 quand on importe 100. La moyenne dans les années allant de 2007 à 2013, c'était 122, 123. Donc on a là aussi une érosion d'un avantage comparatif qui se manifeste. Et c'est en cela qu'il y a toujours un atout, il est toujours là, mais cet atout s'érode. Et c'est vraiment une urgence qui est aujourd'hui à affronter. Et c'est aussi l'enjeu, si j'ai bien compris, de ce colloque. Alors maintenant, comment est-ce que l'on reconquiert de la production? Bien pour cela, il faut déjà comprendre comment évolue le modèle économique de l'industrie du médicament. Alors c'est vrai, je ne suis pas spécialiste de ce secteur, mais pour avoir fait un travail il y a quelques années sur le sujet, il me semble qu'il y a quelque chose de très remarquable dans l'industrie pharmaceutique, c'est que l'on sort d'une logique de très forte intégration verticale. C'est-à-dire que l'entreprise pharmaceutique était pendant longtemps une entreprise qui faisait tout. En gros, de la recherche jusqu'à la distribution finale. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, elle a à gérer la complexité. La complexité parce que le médicament est de plus en plus administré de manière personnalisée, ou en tout cas sera de plus en plus administré de manière personnalisée. Et donc pour cela, il faut intégrer dans la chaîne de production tout un ensemble de composants. Et la logique d'intégration verticale ne peut plus être la raison de développement, enfin le mode de développement premier de l'industrie pharmaceutique. Ce qui compte, c'est sa capacité aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique à nouer les partenariats les plus efficaces avec son environnement. Et c'est là que l'on retrouve le terme qui a été employé à plusieurs reprises au cours de cette table ronde, c'est le terme de creuset. Le terme de creuset, à savoir que une industrie, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle ait autour d'elle des fournisseurs qui sont efficaces, des sous-traitants qui sont efficaces. Il y a une dimension de coopération qui est tout à fait fondamentale à la réussite compétitive de cette industrie. Coopération avec l'ensemble des participants à la formation de la chaîne de valeur de l'industrie du médicament. Là, on est vraiment sur cet enjeu-là qui est comment est-ce que j'approfondis les relations que j'ai avec mon environnement et comment de ces relations, je trouve un point d'appui pour me redonner des marges de compétitivité. Donc, on a là vraiment un enjeu qui est un enjeu de politique industrielle, qui est un enjeu d'une filière qui est aujourd'hui une filière d'excellence, une filière qui est aussi vouée à se développer parce qu'il faut quand même mieux miser sur des secteurs dont on pressent que la demande va être plus forte que celle de l'ensemble de l'économie. Il me semble que l'industrie du médicament fait partie de ce... En tout cas, le besoin de dépenses de santé, le besoin de santé fait partie de ce spectre. Il y aura plus de progression de dépenses de santé qu'il y aura de croissance du PIB. Et ce n'est pas vrai uniquement des pays émergents, c'est vrai de l'ensemble des économies. Donc ça vaut le coup quand même de miser sur cette économie. Mais il faut miser sur cette économie au regard de la bonne compréhension de la transformation de son modèle. Et pour cela, c'est vraiment l'ensemble des relations qui sont à prendre en compte. Alors après, si on parle des mesures qui sont à mettre en œuvre, pour ma part, je ne crois pas beaucoup au crédit d'impôt. Au crédit d'impôt production, mais là, c'est... Bon, vous l'avez dit, oui. C'est mon point de vue. Pourquoi ? Parce qu'un crédit d'impôt, en fait, ne vise qu'à contourner une difficulté sans véritablement affronter la difficulté. Ça peut être utile.
Ça peut être utile, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux affronter directement la difficulté, qui tient notamment, bien, un crédit d'impôt ne cherche qu'à essayer de diminuer le poids, par exemple, de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux directement s'affronter au taux facial de l'IS, parce qu'un investisseur international, avant qu'il comprenne tous les crédits d'impôt dont il peut bénéficier, il va quand même regarder en premier lieu le taux facial d'impôt sur les sociétés. Évidemment, il va faire petit à petit son calcul économique quand il s'agirait d'investir. Mais l'effet d'image que porte le taux facial d'impôt sur les sociétés est important. Et de ce point de vue, je note quand même le souhait de faire diminuer le taux d'impôt sur les sociétés à 28% à l'horizon 2021, si je ne m'abuse. Donc, le mouvement est pris. 2021. Mais en tout cas, je préfère des mesures qui viennent jouer sur le taux facial de l'IS plutôt que de mettre des rustines que sont quand même souvent les crédits d'impôt pas crédits d'impôt compétitivité, les crédits d'impôt production. Voilà. Donc, merci. On contourne. Voilà. Non, le label Europe, en 2 mots, c'est possible à votre avis? Je ne connais pas assez le sujet pour pouvoir avoir un avis définitif, mais on est quand même, effectivement, comme le disait Madame, on est quand même sur des logiques où les marchés tendent à se refermer progressivement aussi. Et ça, c'est le contexte, à mon avis, dans lequel on doit apprécier les développements des industries type médicaments. Si vous prenez des indicateurs très généraux, comme le sont le rapport des importations au PIB, et que vous les déclinez par secteur, vous vous rendez compte que depuis 5 ans, le poids des importations apportées au PIB n'a pas progressé. Donc, et ça, ce n'est pas vrai que de la France. On le trouve dans beaucoup de cas. Merci. Voilà, on va clore cette table ronde. Merci madame, merci messieurs. J'espère que chacun a appris plein de choses.